Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tech & Co et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tech Hebdo. On est très heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour toute l'actualité tech avec une thématique spéciale. Mon cher Jérôme, bonjour. Oui, François, salut, bonjour à tous. Puisque nous sommes ici à la WS Summit, on va parler de cloud, on est porte-maillot au Palais des Congrès avec ce grand salon organisé par Amazon qui parle de cloud. Exactement, donc c'est un Tech Hebdo un peu particulier. Déjà, on a décalé d'une journée pour être là en direct. AWS, c'est l'un des plus gros acteurs mondiaux du cloud et le cloud aujourd'hui, écoutez, il est présent absolument partout. On va donc s'intéresser à différentes entreprises et à différentes thématiques qui vont nous permettre de toucher du doigt comment la technologie vous facilite la vie. On va parler tout d'abord de divertissement dans un lieu tout à fait réel. On ira sur les pistes de ski et dans les parcs de loisirs notamment. Oui, et puis on parlera aussi de jeux vidéo avec, vous allez voir, 3 témoignages passionnants. Concernant le fait de pouvoir fabriquer son jeu vidéo, alors pas soi-même, c'est pas pour nous, mais pour des entreprises qui veulent développer des jeux vidéo. On parlera de cloud gaming aussi avec nos invités. Et puis on terminera par écoutez, une discipline un peu particulière. On avait envie de s'y intéresser parce qu'il y a pas mal de tech finalement. C'est le secteur des courses hippiques, les courses de chevaux, les paris hippiques. Et oui, vous découvrirez comment la tech vient au secours des parieurs et des entreprises qui sont derrière. Avec un focus sur Equidia que vous connaissez, c'est un média bien connu dans le monde du hippisme. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. Tech Hebdo sur la chaîne Tech & Co, c'est parti. Voilà, et pour entamer cette émission en partenariat avec AWS, notre premier invité, c'est Emmanuel Viennot. Bonjour. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Qui nous vient des Alpes, Emmanuel, puisque vous êtes directeur du système d'information et du digital de la Compagnie des Alpes. Tout à fait, tout à fait. Ben voilà. Et alors la Compagnie des Alpes, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est ? En fait, la Compagnie des Alpes, c'est plein de choses qui divertissent des millions de Français chaque année. C'est à la fois des parcs d'attractions, mais c'est aussi des stations de ski. Emmanuel. Alors je le dirais dans l'autre sens, c'est d'abord les stations de ski, d'ailleurs notre nom le porte. Oui, c'est vrai. C'est d'abord une dizaine de stations de ski, les plus grosses en France, les Arcs, la Plagne, Tignes, Val d'Isère, etc., Serre Chevalier également. Et effectivement, on s'est diversifié quelques années plus tard en rentrant sur les domaines de loisirs, puisqu'on a repris le parc Astérix, le Futuroscope et une dizaine de parcs en Europe. Ouais. Un autre un petit peu connu, le musée Grévin, par exemple. Ah oui. Voilà, c'est chez nous également. D'accord. Voilà, pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus assez de neige, donc il faut se diversifier. Non, c'était il y a la reprise des parcs, je crois que c'était des parcs d'attractions où c'était une quinzaine d'années. C'était plutôt de la diversification, effectivement, de compléter la saison hiver par une saison été pour avoir quelque chose de contre-cyclique, si j'ose dire, et d'avoir une année plus complète sur toute l'année. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la baisse de neige, on est ravis d'être sur le loisir. Alors, on ne le sait pas forcément, mais quand on va sur les pistes de ski ou au musée Grévin, oui, il y a de plus en plus de technologies. Ça commence dans la poche du client, en fait. Alors tout à fait, un des premiers enjeux pour nous, c'est l'expérience client et s'assurer que les gens commencent par avoir un contrôle d'accès qui est fluide. Le contrôle d'accès, nous, c'est s'assurer que les gens ont le droit de rentrer chez nous, qu'ils se sont acquittés de leur titre. Donc ça, ce sont des opérations, en fait, tout au long de votre journée. Vous allez en particulier au ski. Le ski, c'est une centaine de millions de contrôles par an qui doivent se passer de façon tout à fait transparente. C'est aussi de la vente Internet. On a des plateformes e-commerce pour que les personnes puissent acheter leurs titres de façon très fluide, très facile. Voilà. Donc tout au long du parcours client, on va avoir de la tech. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le smartphone qu'on a entre les mains va sans doute à terme remplacer le badge qui nous permet de nous balader sur les stations et prendre les remontées. Tout à fait. Alors on en rêve parce que les badges que vous évoquez, c'est du plastique. Ça oblige les gens à passer en point de vente pour en récupérer un. Donc on essaye de dématérialiser le titre de plus en plus. Pour ça, on utilise les smartphones avec en particulier le BLE, Bluetooth Low Energy, qui a la propriété de consommer peu de batterie et qui permet de conserver son téléphone allumé toute la journée sans avoir un enjeu de batterie. Mais alors comment ça marche, pardon, excuse-moi voilà. Jérôme. Moi j'allais poser la même question. Voilà. Comment ça marche ? Parce que déjà, ce qu'il y a de cool, c'est qu'on va télécharger le pass, j'imagine. Tout à fait. Alors, on va se connecter. Plus besoin d'aller faire la queue. Exactement. Alors, c'est déjà le cas. Si vous avez un badge aujourd'hui, vous pouvez déjà recharger votre badge à distance. Mais il en faut un. Oui, voilà. Donc, soit vous gardez celui de l'année d'avant. Bon. Mais pour ceux qui n'en ont pas, vous êtes obligé de passer en point de vente. Je l'ai oublié dans un tiroir à Paris. Voilà. Voilà, le truc habituel. Mais j'insiste aujourd'hui, on pousse quand même le client à essayer de recharger. Non, mais je dis Paris parce que moi j'habite.
Ah, mais ça peut être n'importe où. Donc le Bluetooth, votre badge va être chargé directement sur votre téléphone avec un numéro d'identification et au passage à la borne, grâce au Bluetooth, on va détecter votre téléphone et le numéro et puis on va contrôler que ce numéro correspond à un titre valide. Et ça s'ouvre tout C'est seul. pas assez simple. Attendez, concrètement, ça se passe comment? Il faut le passer sur une borne ou Ah non, c'est non, non. Alors justement, juste l'avoir sur moi? un point important. Ah, ça, c'est vachement bien. Tout à fait, un point ouais. important. Alors vous voyez le NFC, alors les badges, ils sont à base de NFC. Vous passez près de la borne, Ouais. d'accord. Il n'est pas question d'obliger les gens à sortir À leur sortir le téléphone, truc, enlever etc. les bah ouais, voilà, ouais, les enfants, c'est pas possible. Les skis. Donc, l'intérêt du Bluetooth, c'est que vous avez une zone de détection qui est un petit peu plus large. Ouais. On va travailler au mètre, quelque chose comme ça. D'accord. Et donc vous pouvez le garder dans la poche, vous passez. Et ça portier s'ouvre va tout s'ouvrir seul. Alors vous gardez bien le micro par contre devant la bouche. Pardon, sinon, pardon. Et ça il marche. n'est pas l'ONR. Voilà. Bluetooth Et ça marche à énergie. 100% ou parfois ça bug? Non, alors justement, alors nos enjeux, c'est de rendre le système fiable à 100%. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que tous les téléphones ne permettent pas cette détection. Vous allez avoir des enjeux de données privées avec des gens, des grandes marques célèbres à la pomme, qui aiment pas trop qu'on interagisse avec leur Ah ouais, téléphone. non, Avec on voit l'iPhone, ça marche pas on voit bien. pas du tout ce que Alors, vous voulez dire. Ça dépend des modèles et ça dépend de l'évolution. Voilà, on a Apple qui peut être assez sensible et faire évoluer la réglementation sur ses téléphones. Donc ce n'est pas fiable à 100% aujourd'hui. Voilà, donc Vous testez pour l'instant tout ça. alors on le teste effectivement, c'est en test en particulier à Serre Chevalier aujourd'hui. Hein, on a déjà des files d'attente, des files de passage qui sont dédiés à cette technologie et qui fonctionnent bien avec des précurseurs. Et c'est des choses, des évolutions qui prennent du temps. Hein, on va pas révolutionner tout de suite le marché. Il faut que nos clients nous accompagnent dans ce mouvement. Alors, Emmanuel, vous touchez du doigt aussi avec vos parc Astérix, Futuroscope. S'il y a bien un parc technologique, c'est Futuroscope, hein, qui est un truc incroyable. Vous touchez du doigt aussi tous les problèmes inhérents à ces parcs qui reçoivent énormément de monde dès qu'il fait beau. La gestion des files d'attente, savoir combien de temps je vais attendre pour faire telle ou telle attraction. Et là aussi, la tech vous sert, évidemment. Alors tout à fait, alors vous avez évoqué le grand nombre de visiteurs, effectivement nos parcs c'est une dizaine de millions de visiteurs par an avec des problématiques de pic très forts. Vous évoquez le beau temps, donc ça effectivement la tech nous permet aujourd'hui d'avoir des serveurs qui se démentionnent automatiquement dans le cloud en cas de surcharge, donc ça nous évite d'avoir des lenteurs ou des choses comme ça, donc pour nous assurer que les clients ont une expérience complètement fluide. Ouais, fluide. Nous amenons effectivement aussi sur la gestion des files d'attente, de la détection du temps d'attente aux attractions pour mieux orienter les personnes vers là où il y a un petit peu moins de monde. Ou au moins les informer que ça risque d'être long à tel ou tel endroit. Une dernière question, on est ici au salon du cloud, hein, par définition. Vous avez de plus en plus besoin d'utiliser ces ressources dans le cloud? Oui, alors historiquement, nos serveurs sont sur les sites. Malheureusement, ça pose des problèmes de dimensionnement, de sûreté, d'accès physique, d'alimentation électrique. Donc ce qu'on voit, c'est que le cloud nous amène beaucoup plus de sûreté et de flexibilité que nos propres installations. Donc on a tendance à effectivement déporter l'ensemble de nos serveurs dans le cloud pour avoir une meilleure qualité de À service. condition qu'il y ait des bonnes connexions. Oui, voilà. Alors c'est vrai que Qu'il y ait là, un bon réseau. tout à fait, ça déporte le problème sur le réseau parce que pour pouvoir profiter du cloud, il faut évidemment un réseau qui soit fiable et sûr. Et dans nos vallées, par exemple, c'est pas toujours À la évident. montagne, c'est pas l'idéal. Voilà, à la montagne, c'est pas toujours facile. Dans ces cas-là, on complète peut-être avec de la connexion satellite où on essaye de passer par-dessus les montagnes de temps en temps aussi. Merci D'accord. beaucoup, Emmanuel. Avec Passionnant. plaisir. Emmanuel Viennot de la Voilà. Compagnie des Alpes. Merci et François, on Nous passe ouvrons tout le de parc suite. Astérix ce week-end. Oula. Vous serez les bienvenus. Eh ben, écoutez, je sais que Jérôme adore les attractions qui font un peu Ouais. peur. Donc, Puis on a une nouvelle franchement. qui s'appelle Toutatis qui est tout à Oui, fait qui paraît-il extraordinaire. est très, très Elle bien. vient d'ouvrir, vraiment essayez-la. Allez-y, vous me raconterez. Ah oui, t'as pas envie, toi, de tester? Moi, moyen. Moyen, d'accord. Moyen. Moi, avec un masque de réalité virtuelle. Tiens, Allez. justement, on va parler de gaming maintenant. L'invité, il y a plusieurs Eh oui, invités. il aurait fallu rajouter un S. Ouais. Et mettre ES avant. Mais écoutez, c'est pas grave, vous l'avez compris. Notre rendez-vous invité dans ce Tech Hebdo depuis la WS Meet. Ici, donc, Porte-Maillot, Palais des Congrès. Avec trois invités, François. Je te présente Nicolas Neyman, responsable du département Data chez Homa. Homa qui est une société qui... Vous allez le découvrir dans un instant. Eh oui. J'adore. Nous avons aussi Marie Gérard qui est là. Bonjour, Marie. Alors, le micro, bien sûr. Hein. Bonjour. Ça marche mieux. Excusez-moi. Ça marche beaucoup mieux. C'est mieux de se reprendre maintenant que plus tard. Responsable du développement commercial de Scénario. Et vous allez nous Qui expliquer est aussi comment, une entreprise qui, un peu dans le même genre. comment l'IA
arrive à créer des décors et des personnages en fait dans le jeu vidéo. C'est un truc génial. Et Alexis Dahan, responsable de l'activité Europe du Sud. Bonjour. Pour AWS for Games, donc Amazon Enchanté. Web Services au service du jeu vidéo. Allez, on va commencer avec Nicolas. Expliquez-nous Bonjour. brièvement ce que vous faites chez OMA. C'est étonnant, vous travaillez pour les entreprises qui font des jeux vidéo en fait. Exactement. Et avant de vous parler de ce qu'on fait exactement pour les entreprises du jeu vidéo, je veux dire qu'on est derrière le succès de Merge Master, qui a été le jeu le plus téléchargé de l'année en 2022, Bravo. qu'on a créé, qu'on a lancé et qui a atteint 100 millions de téléchargements l'année dernière. Donc comment est-ce qu'on est arrivé là ? Comment avez-vous fait ? En fait, on est une plateforme technologique qui va permettre à des développeurs indépendants en fait, du monde entier de créer des jeux vidéo gratuits sur mobile. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? En fait, c'est parce qu'on s'est rendu compte que c'est de plus en plus facile de créer des jeux vidéo, notamment parce qu'il y a des tas de game engine, de boîtes dans la Gen AI qui permettent de créer des images de façon automatisée et donc du contenu pour les jeux. Mais en fait, tout ça, ça permet de créer des jeux, mais c'est pas forcément des succès ces jeux. Et c'est là où on veut intervenir, c'est là où on veut permettre en fait à toutes ces entreprises de comprendre qu'est-ce qui plaît aux utilisateurs et de lancer des jeux qui vont être des succès, c'est-à-dire des jeux qui vont plaire à leurs joueurs, qui vont être téléchargés par des millions d'utilisateurs et à la fin qui vont être profitables pour leurs créateurs. C'est très clair. Donc vous leur donnez les bonnes recettes en fait, les bonnes pratiques. Exactement. En fait, c'est ce qu'on va faire et on se base énormément sur la tech et la data pour analyser le comportement des joueurs, comprendre en fait ce que les gens aiment. Par exemple, et qu'est-ce qui ne plaît pas ? C'est quoi les tendances du jeu mobile ? Alors, les tendances du jeu mobile, alors en ce moment on est en train de lancer à grande échelle des jeux, un nouveau type de jeu qu'on va appeler l'hybrid casual, qui est en fait un nouveau type de jeu qui se base sur un jeu qui est plus répandu, qui s'appelle hyper casual, qui est un jeu très facile d'accès, qu'on prend en main en quelques minutes et qui est assez plaisant en fait, qui est pas prise de tête. Et là-dessus, on va ajouter en fait une petite couche de complexité supplémentaire, de progression qui va faire que niveau après niveau, le joueur va se laisser prendre au jeu. Et donc ce type de jeu, c'est vraiment ce que demandent les utilisateurs. Donc il y a un double jeu en fait. Voilà, c'est un jeu qui, au premier abord, est extrêmement simple et va se complexifier. On a lancé Fight for America cette année, qui est un énorme succès, avec des millions aussi, là aussi des millions de téléchargements dans ce domaine-là. C'est étonnant, parce qu'on a l'impression que le jeu vidéo, c'est comme l'industrie automobile maintenant. Il y a des sous-traitants, il y a des prestataires, il y a des spécialistes, et on va en etc. parler avec Marie dans un instant. Et quel est le modèle économique ? C'est toujours pareil, freemium ? Alors, on est essentiellement effectivement sur du freemium, mais c'est là où ce nouveau type de jeu, l'hybride casual, est hyper intéressant. Parce que comme on a des gens qui vont avoir des sessions plus longues, de 15 à 20 minutes, qui vont jouer aussi plusieurs semaines à ces jeux, il va y avoir des gens qui vont faire des achats, effectivement, beaucoup plus de personnes qui vont faire des achats dans ces jeux. Et du coup, effectivement, ça change un petit peu la façon dont on monétise ces apps. Et c'est très intéressant pour les développeurs de jeux. Très bien. Alors Marie Gérard, société Scénario, Tout à fait, vous pareil, vous fournissez ce qu'on peut appeler des actifs pour les entreprises qui veulent développer des jeux. Mais vous, c'est plutôt des décors et des univers, c'est ça ? Alors, Scénario, nous, on a une solution qui se décline sous forme de web application, d'applications mobiles et d'API, qui permet à tout studio de jeux vidéo d'aller générer des actifs, effectivement, ou des assets, grâce à l'intelligence artificielle générative. Et donc, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les studios de jeux, en général, ils souhaitent effectivement avoir le contrôle sur, justement, la consistance de ces actifs qui vont être mis dans les jeux vidéo, sur la qualité également de ces actifs, mais également, ils souhaitent avoir tout ce qui va être l'intégration dans, justement, un workflow et dans un pipeline de jeux vidéo. Parce que comme vous l'avez mentionné, aujourd'hui c'est un peu comme l'industrie automobile, il y a différentes parties où il faut savoir qu'aujourd'hui pour pouvoir développer un jeu AAA, ça prend de 18 mois à 5 ans, que la production de ces actifs prend énormément de temps. Exactement, ça coûte très cher, ça prend énormément de temps. Et justement, les solutions comme Scénario qui utilisent l'intelligence artificielle générative permettent d'aller accélérer justement ce processus de développement. On voit quelques-unes de vos œuvres là actuellement. Donc tout ça, c'est fabriqué par intelligence artificielle. Oui, donc effectivement, les studios de jeux vidéo peuvent venir avec leur propre set de données, les donner à l'intelligence artificielle, entraîner un modèle dessus et directement les faire ce qu'on appelle du texte vers de l'image ou d'utiliser une image comme référence pour pouvoir aller générer tous ces petits assets que vous voyez. Donc un petit dragon bleu avec des antennes, je l'écris. Exactement. Et l'IA va le créer en quelque sorte.
c'est ça? Exactement. Vous allez Nintendo, vous dites, bah voilà, moi j'ai envie d'aller faire Pokémon ou autre, et de se dire, je vais pouvoir les données à l'algorithme pour pouvoir aller générer des choses, des actifs qui vont être consistants avec mon style, le style du studio de jeu ou du jeu que je suis en train de développer. Les personnages, mais aussi les décors. Les personnages, les décors, les badges, tout ce qui va être justement servir à créer l'environnement du jeu vidéo et d'aller vers de l'hyper-personnalisation aussi de l'expérience de l'utilisateur. J'ai comparé avec l'industrie automobile, on pourrait plus raisonnablement comparer ça à l'industrie du cinéma en fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a un utilisateur qui l'a comparé récemment à l'industrie du cinéma en se disant, voilà, moi, mon modèle d'IA, c'est mon set, c'est mon stage. Pardon, désolé, mais mon franglais est terrible. C'est mon stage, et puis après je vais pouvoir avoir mes props, mes petits caractères que je vais aller mettre sur scène, et puis après je vais pouvoir les jouer avec les différents paramètres pour vraiment rendre justement la scène unique. Vous avez des designers, des graphistes, des artistes, ou il n'y a que des développeurs et des brutes de programmation chez vous? Alors nous, Scénario, justement, on est un outil qui permet d'aller décupler la créativité des artistes et des développeurs dans les studios de jeux. D'accord. Est-ce que l'IA, dans quelques temps, pourra faire un jeu entier à 100%, à votre avis? Alors, l'IA pourra aider à faire effectivement un jeu à 100%. C'est d'ailleurs la vision de Scénario, c'est de se dire aujourd'hui on commence par des actifs 2D, demain ce sera de la 3D, du VFX, du son, etc. Mais on aura toujours besoin d'une source qui va être humaine. Parce qu'aujourd'hui, l'IA va effectivement se calquer sur ce que les humains vont créer, mais on a toujours besoin de ces créatifs pour effectivement aller lancer la machine. Et Scénario est aujourd'hui un outil qui permet d'aller qui permet à ces créatifs d'aller se focaliser uniquement sur les tâches qui sont importantes et sur les tâches qui ont de la valeur ajoutée. Au lieu d'aller ajuster les couleurs d'une épée, au lieu d'aller faire 36 000 variations de l'épée qui va être utilisée dans le jeu vidéo. Donc on optimise le temps des talents en quelque sorte. Exactement. Merci beaucoup Marie, responsable du développement commercial de Scénario. Et Alexis Daran est avec nous. Rebonjour Alexis. Bonjour. Donc responsable de l'activité Europe du Sud pour AWS 4Games. Alors, AWS et le jeu, on le voit ici, puisque en fait ce sont vos clients en quelque sorte. C'est quelque chose d'important. Tout à fait. Alors, juste pour mettre un petit peu de contexte, l'industrie du jeu vidéo, c'est pas une petite industrie. On parle aujourd'hui de 3 fois à peu près la taille du média et de l'entertainment. Donc, prenez Netflix, la Warner Bros, Spotify, etc. Vous additionnez tout ça, vous multipliez par 3 et vous arrivez à la taille de l'industrie du jeu vidéo. Quand on voit ce que Call of Duty génère, par exemple, c'est énorme. Fortnite, pour ne citer que, sont des très gros jeux, effectivement, qui rassemblent beaucoup de gens. Et du coup, forcément, pour AWS, c'est un segment de marché important, mais c'est surtout important pour nous de pouvoir aider les développeurs à créer ces jeux. Parce qu'il y a vous vous en doutez, et d'ailleurs Nicolas l'a très bien dit, tous les jeux ne sont pas des succès, mais ceux qui en sont ont besoin d'avoir une infrastructure et des services qui sont pertinents et qui les aident à absorber la charge. Et donc c'est ce que fait AWS. On propose un ensemble de solutions, un ensemble d'outils qui permet à toute l'industrie du jeu vidéo de créer des jeux de qualité, ou même ou ce que font par exemple Scénario ou OMA, des fournisseurs de technologies pour les jeux vidéo. Donc c'est sur vos serveurs que vont tourner les logiciels développés par Scénario ou par OMA en fait. Exactement, il n'y a pas que les serveurs, il y a également des services pour faire de la donnée, du traitement de la donnée, il y a également des services pour faire de l'envoi de contenu. Quand on télécharge un jeu, c'est de l'envoi de contenu, également de l'IA, du machine learning, tout un tas de mots un peu à la mode, mais qui sont des solutions assez complexes à mettre en œuvre quand on n'a pas l'expertise chez soi, et que AWS rend facile d'utilisation à l'intégralité. Alexis, tout ça dans un contexte d'excellence à la française du jeu vidéo. Tout à fait. On a une industrie qui est extrêmement qualitative, où on a beaucoup de studios, beaucoup de champions technologiques. On a OMA, effectivement, Scénario. On peut aussi citer des Voodoo, des Sorare, qui sont des boîtes de jeux qui ont vraiment explosé dans les dernières années. Et ça montre l'excellence technologique française. Sans oublier Ubisoft, enfin. Et bien entendu, Ubisoft et même Gameloft, qui sont des acteurs historiques. Je pourrais citer Ankama. Il y a à peu près 600 studios de jeux vidéo en France, donc on va pas faire la liste, mais c'est effectivement une industrie française qui marche très très bien. Mais alors là, on parle des Français, mais j'imagine que c'est une division qui existe au niveau mondial. Tout à fait, on existe dans tout et dans le monde entier. Et qui représente une part importante des activités d'AWS. Alors, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre que nous, on accompagne tous les développeurs où qu'ils soient, et que le prochain hit peut venir de n'importe où.
Je donne un exemple, il y a une quinzaine d'années, personne ne pouvait imaginer qu'un lance-pierre qui allait tirer des cailloux sur un oiseau allait devenir un hit. Et pourtant aujourd'hui Angry Birds, tout le monde connaît. Donc effectivement, on est un petit peu partout et on veut pouvoir accompagner tous les développeurs, où qu'ils soient, et être au plus proche d'eux. Et ça représente quelle part du business d'AWS ? On divulguait pas les chiffres à proprement parler, puis en plus il y a disons qu'il y a des ponts qui sont un peu compliqués à faire, mais encore une fois, c'est une industrie qui prend énormément d'importance et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un discours métier très ajusté. Mais c'est des outils spécifiques. Complètement, on va avoir des services par exemple de game server. Donc si vous jouez en ligne avec des amis, vous allez vous retrouver sur ce qu'on appelle un game server, un serveur de jeu. Ça, c'est une technologie aujourd'hui qu'AWS propose à destination des développeurs de jeux. Qui nécessite beaucoup de technologie, peu de latence. Enfin voilà. Exactement, très peu de latence parce qu'on n'aime pas attendre quand on joue aux jeux vidéo, quand on tire une balle ou quand on conduit une voiture, il faut que la réaction soit très rapide, donc on a besoin d'être au plus près des joueurs finaux, mais également il y a tout un tas de services assez compliqués à mettre en œuvre quand on parle d'analyse de la donnée par exemple, que nous on simplifie pour que tout le monde puisse stocker et analyser les données qui sont dans le jeu de manière efficace et simple. C'est quoi l'analyse de la donnée concrètement ? On peut... en fait, Nicolas, c'est ça qui va nous permettre en fait d'expliquer à un développeur de jeu pourquoi est-ce que son jeu fonctionne ou pas et surtout comment l'améliorer en fait. C'est ça qui est important. Mais c'est quoi ? C'est ce que fait le joueur ? Voilà, ça va être de dire en fait. Un exemple extrêmement bête qu'on prend souvent, c'est d'être capable de dire en fait le niveau 5 de votre jeu est trop dur. Personne n'arrive à battre le boss du niveau 5. Ouais. Et ça, être capable de le comprendre, et surtout de le comprendre rapidement, et d'être capable de proposer aux développeurs du jeu une petite mise à jour qui va simplifier le niveau 5. Et c'est ça qui peut avoir un énorme impact. Très bien, merci beaucoup à tous les trois. Voilà, le jeu vidéo aussi au cœur de cet AWS Summit. Merci Marie Gérard, responsable donc du développement commercial de Scénario, Alexis Dahan, responsable de l'activité Europe du Sud pour AWS 4Game, et Nicolas Neyman, donc de chez OMA. Merci beaucoup. Et ça continue, Tech & Co tout de suite avec un autre invité. On va parler de paris et de course hippique. Et oui, on ne connaît pas forcément ce secteur et ce domaine, on va vous le faire découvrir. Le monde hippique, François, avec notre invité Benjamin Labarthe-Piol. Bonjour. Bonjour. Bonjour Benjamin, vous êtes le directeur du digital d'Equidia, qui est un média très suivi par tous les fans d'hippisme, évidemment. Dès qu'on commence à jouer, vous êtes un peu le média incontournable. Référence. Et évidemment, la data, l'IA, c'est un sujet qui vous intéresse forcément parce que la tech est au cœur en fait de cette transformation des paris hippiques. On voit même le PMU est en train de bouger avec le Web3, les NFT, etc. Comment la tech justement est en train de bouleverser votre secteur ? Alors, juste un petit préambule, vous dites Equidia, c'est la chaîne des courses hippiques. Les fans connaissent. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, en revanche, c'est que les courses hippiques, c'est 365 jours de courses dans l'année. Ouais. C'est des courses toutes les 15 minutes. C'est 11 heures de live par jour. Et donc, naturellement, c'est énormément de data, par définition, à la fois dans l'image, dans les données statistiques à traiter. Donc, c'est une véritable mine d'or pour nous dans ce métier, avec un paradoxe, cela dit, apparent. C'est qu'on reste sur des usages très traditionnels qui exploitent assez peu, en fait, cette data. Et donc, nous, notre mission au sein du digital d'Equidia, c'est vraiment de démocratiser ces outils, ces data, pour les amener auprès du parieur et l'enrichir tout au long de son parcours client. Alors de quelle manière ? Parce que l'usage traditionnel dont vous parlez, c'est je vais à l'hippodrome ou je vais au PMU, je remplis des petites cases, des petits trucs en papier. Et j'attends que ça se passe. Voilà, vous dites le papier, justement, en fait, ça c'est l'usage traditionnel, beaucoup en point de vente. Sur le parcours client traditionnel du parieur, que ce soit en point de vente ou d'ailleurs sur le digital, il y en a 3 en réalité. Il y a l'avant-course qui est probablement le plus long et qui consiste à faire le papier justement. Le parieur va chercher toutes les données sur les partants, les informations. Plus on a d'informations, mieux on peut jouer, assez logiquement. Donc ça, c'est l'avant-course. La course, bien sûr, vous regardez en espérant que votre cheval gagne. Et puis il y a l'après-course, on fait le débrief, on analyse. Nous, notre rôle, c'est d'amener justement des datas à chacune de ces étapes pour enrichir le client. D'une certaine manière, on lui donne les meilleurs ingrédients possibles. Derrière, il fait sa recette et il essaie de trouver le ticket gagnant. De quelle manière ? Oui, de quelle manière, tiens, justement ? Alors, de quelle manière ? On peut utiliser plusieurs sources, les pronostics, la data. Une grosse source d'informations, c'est le player.
La plupart des gens qui viennent chez nous utilisent le player, c'est la majorité Donc, des le player usages. qui est disponible où? Sur le web, Il est dans disponible l'appli? sur le web, sur l'appli. On va sortir bientôt une nouvelle appli. Okay. Aujourd'hui, on a sorti un player enrichi avec une innovation, un mode expert sur le player à destination des parieurs. Je vous disais 11 heures de direct par jour. Ça équivaut à 42 000 images à traiter, à disséquer. Le parieur, lui, il est en recherche d'informations tout le temps, le plus rapidement possible. Donc vous imaginez bien que s'il cherche une interview de 10 à 20 secondes dans un flow horaire qui peut varier de 2 à 3 heures, il a besoin de trouver cette information très rapidement. Ouais. Avec notre mode expert, voilà, vous cliquez sur le mode expert et vous arrivez directement sur les séquences qui vous intéressent. Ça peut être une interview d'entraîneur, ça peut être les pronostics de nos experts, ça peut même être les hits, ce qu'on appelle les hits, les échauffements des chevaux. Voilà, c'est ce genre d'informations pertinentes par l'image qu'on trouve. Et puis pour répondre à votre question, c'est aussi la data. Et c'est pour ça qu'on a sorti aussi le carnet de notes d'Equidia. Ouais. Parce que Benjamin, ce qui est intéressant, c'est que c'est un métier, enfin c'est une activité, un loisir de passion, hein, voilà, tout ça. Et on peut imaginer que Jérôme soit fan de tel jockey, de tel cheval, etc. Il aimerait se focaliser plus sur voilà, cette équipe-là. Est-ce que vous travaillez aussi sur la personnalisation de toutes ces données pour tel type de joueur? Alors c'est totalement le cas. Justement, derrière le mode expert, nous ce qu'on recherche, c'est une personnalisation. Donc, je vous parlais du mode expert du player vidéo. On a sorti également la note d'Equidia, qui est un outil de démocratisation, qui consiste en fait à faire la synthèse de toutes les datas des chevaux et de synthétiser la note dans une note de 0 à 20. Et typiquement, vous pouvez personnaliser cette note. Vous cliquez sur le mode expert de la note, et là vous pondérez vous-même. Vous parlez d'association avec le jockey. Si vous avez un jockey favori, vous pouvez mettre une note plutôt sur ce critère. Si c'est plutôt l'état du terrain, la forme du cheval, voilà. Et vous obtenez une note personnalisée que vous pouvez confronter à l'algorithme. Et d'une certaine manière, vous faites votre propre note, votre propre papier. Pourtant, on a l'image quand même d'une activité plutôt traditionnelle, hein, voire vieillissante. Voire aussi. vieillissante. Le public est réellement réceptif à tous ces outils. On met en place des outils justement pour accéder à ce nouveau public. On adresse aussi des nouvelles plateformes comme Instagram, TikTok. Vous avez raison, c'est une industrie qui a mis peut-être un peu de temps à se moderniser, mais c'est le cas. Le PMU fait aussi beaucoup de choses de ce point de vue-là. Et donc nous, on essaye de travailler sur ces outils justement pour enrichir à la fois l'usage du parieur et aussi pour le démocratiser. D'accord. Très bien, merci beaucoup Benjamin. Voilà encore un exemple justement d'accélération tech grâce au cloud avec Equidia. Benjamin Labarthe-Piol, donc directeur du digital Equidia. Merci beaucoup. Voilà, Jérôme. on était ravis de vous présenter cette émission spéciale donc en direct de l'AWS Summit. On était dans les nuages, on était tellement bien, mais on doit maintenant vous laisser et vous retrouver très prochainement. Voilà, j'espère que ce rendez-vous vous a intéressé. On se retrouve bien sûr très très vite sur la chaîne Tech & Co. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous.